disais tantôt. Comment extraire l'énergie maintenant de la biomasse? Si on veut se rapprocher de ce qui pourrait concurrencer le gaz de schiste ou le pétrole de schiste. Donc, par biométhanisation, il y a des huiles végétales, en pressant les grains. Par combustion. Aujourd'hui, il y a des combustions propres qu'on va voir tantôt. Puis la pyrolyse, qu'on va aborder un petit peu vers la fin. Le biométhane, un petit peu une historique de ça, c'est connu depuis longtemps. Les années 1776, Alexandro Volta, c'est lui qui a donné son nom à l'unité volt, quand on mesure l'électricité. Il a commencé à s'intéresser à ces gaz-là, qui se dégageaient de façon naturelle des marais. Donc, comment se produit la biométhanisation ou la méthanisation? C'est un peu une manière compliquée de l'expliquer. La matière organique, donc la partie, donc ça c'est dans le temps. L'hydrolyse, l'acidogénèse, l'acétogénèse, la méthanogénèse. Ça peut se faire en heures ou en semaines, dépendant des conditions qu'on a. Et la manière facile de l'expliquer, c'est que dans un réservoir fermé, sans oxygène, sans air, dans l'air d'oxygène, sans oxygène, à ce moment-là, c'est de mettre les bactéries dans des conditions favorables à la biométhanisation. Il y a 3 températures qui reviennent dans les plus optimums. Le 20 degrés Celsius, le 37,5 degrés Celsius, ce n'est pas un hasard que notre corps, tous les mammifères sont à 37,5 degrés Celsius, puis le 70 degrés Celsius. Donc, pour mettre les bactéries méthanogènes, c'est des bactéries qui mangent la matière organique, puis qui la transforment en gaz méthane. Donc, c'est la manière simple de l'expliquer. Pourquoi le méthane brûle? Au point de vue chimique, c'est 4 atomes d'hydrogène avec un atome, excusez, c'est 4 molécules d'hydrogène avec une molécule de carbone. L'hydrogène, ben, c'est la partie qui brûle. Puis c'est assez explosif pour dire que c'est avec l'hydrogène qu'on envoie diffuser dans l'espace. Le méthane, c'est important de le brûler. Parce que le méthane est au moins 21 fois plus puissant que le gaz carboné pour ce qui est de son effet de serre. Donc, si on a des endroits qui se produisent du méthane, exemple, on a des fosses à purin, des fosses à fumier au Québec, on laisse biométhaniser de façon naturelle dans l'air. Ces gaz-là, normalement, devraient être récupérés puis brûlés. Le méthane se dégage de façon naturelle des zones humides, peu oxygénées, justement comme les marais, comme Alexandre Volta avait trouvé. Puis, un exemple ici, ça c'est un lac qui est en train de mourir finalement avec beaucoup de matière organique. Donc en hiver, on voit la couche de glace, des bulles de méthane qui se forment en dessous. Ça ici, ben, c'est une image d'un reportage que j'ai pris à Radio-Canada. La personne arrive avec un bout de bois allumé. Il y a une autre personne à côté qu'on ne voit pas. Elle place un trou avec une hache pointue. Mettant le bâton de bois, on voit la flamme jaillir des glaces. Donc là, c'est du méthane qui s'est accumulé sous la glace. C'est un peu un effet aussi du réchauffement climatique. Plus qu'on monte dans le nord, justement, dans où est-ce qu'il y a le pergélisol, et ainsi de suite, c'est du méthane qui commence à se dégager comme ça. Donc, ça se dégage de façon naturelle, mais ce qui n'est pas naturel, c'est qu'avec le réchauffement climatique qu'on est en train de vivre, il fait de plus en plus chaud dans le nord. Nous, on le voit moins ici, mais ceux qui sont plus au nord le voient encore plus. Donc, il se dégage encore plus de méthane, ça devient un peu comme une bombe à retardement, sans l'arme de personne. Le rendement énergétique d'un mètre cube de méthane, c'est quand même non négligeable. L'équivalent d'un mètre cube de méthane, c'est 8570 calories. Pour avoir une représentation de ça, c'est 1,7 litres d'alcool à brûler. L'alcool qu'on met dans les petits brûleurs pour les fondus. Ça équivaut à l'énergie qu'il y a dans 1,15 litres d'essence ordinaire. C'est 0,94 mètres cubes de gaz naturel. C'est pas pour rien, parce que dans le gaz naturel, il y a 94% de méthane. Ça vaut 1,3 kg de charbon anthracite. C'est du 1 pour 1 pour le litre du mazout, le diesel. Ça équivaut à 9,7 kWh d'électricité. Donc, un exemple simple. Parce que moi, j'ai de la difficulté personnellement à concevoir qu'on a de la difficulté à avancer dans ce domaine-là au Québec. Parce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent très rudimentaires ailleurs. C'est sûr que, bon, au Brésil, les hivers, c'est pas comme ici. Mais ils font avec ce qu'ils ont. C'est un grand tube de plastique
qui est arrangé comme un boudin. Donc, d'un côté, c'est une mini-ferme avec quelques animaux. D'un côté, ils mettent le mélange des lisiers, des effluents de ferme, finalement. Puis, avec la petite pente rendue à l'autre côté, ben, c'est en partie composté. Puis, ici, le tuyau qui est ici, ça s'en va à la cuisinière à l'intérieur pour alimenter des brûleurs. Ils font avec ce qu'ils n'ont pas d'électricité, mais ils se fabriquent de l'énergie avec ça. Nakuru, au Kenya. Il y a beaucoup de technologies qui sont en train de se développer, un gros bon sens, je dirais, dans les pays qui sont en voie de développement. Nakuru, au Kenya, c'est une fosse, bon, c'est sous terre. Ils sont en train de faire l'installation d'un biométhaniseur sous terre. Vu en couple, si vous avez l'entrée, tous les effluents, les égouts, ainsi de suite, puis le biogaz ici qui s'en va alimenter la cuisinière. Ici, dans ce cas-là, c'est une grosse... j'ai trouvé des images, comme je disais, là, mais c'est une grosse cuisine communautaire qui est là. Donc, le carbone dégagé par le méthane du lisier provient de l'aliment végétal que l'animal a mangé. Donc, je vous parlais tantôt de photosynthèse, et ainsi de suite. Bien, c'est juste tout se transforme. Il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui se perd, c'est pas moi l'inventer, tout se transforme. Puis le digestat, ce qui sort d'un biométhaniseur, c'est un engrais qui est presque sans odeur. Et en plus, je vais prendre le temps de le dire, après avoir biométhanisé, exemple, du lisier de porc, le nerf de la guerre sur les pendages, sur les terres, c'est le phosphore. On a des terres au Québec qui sont saturées de phosphore. Parce qu'on a fait des pendages avant de faire la biométhanisation. Si on avait pris le temps de biométhaniser, le phosphore est granulé, devient comme un sable dans le fond de la fosse. Puis, étendu en champ, ce qui arrive, c'est qu'il reste comme sous forme granuleuse. Ça prend plusieurs pluies pour le dissoudre. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est quand il y a une pluie, il s'en dissout un petit peu. Les racines des plantes en pousse dans le champ ont le temps de l'absorber. À l'inverse, nous, ce qu'on fait, on ne fait pas de biométhanisation, on est en direct. Première pluie, ce qui se passe, ça saute dans notre phréatique des ruisseaux, qui crée des algues bleues, parce que ça nourrit les micro-organismes qui, normalement, n'auraient pas ces apports-là en engrais naturel. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Nous, au Québec, moi, je dirais, on a un bon 30 ans en retard sur le sujet de la biométhanisation. On parle de remplacement de gaz de schiste par gaz naturel, de biogaz naturel. En Allemagne, c'est rendu impensable, je dirais même une grosse partie de l'Europe, de faire de l'épandage aux fermes sans avoir passé par la biométhanisation. C'est sûr que nous, ici au Québec, on est riche en hydroélectricité. L'abondance crée le gaspillage. C'est là qu'on voit. Pourquoi on se donnerait le tour de se faire du biogaz, de faire tourner des centrales électriques avec ça? On a à vendre aux États-Unis, puis on n'est plus capable de leur vendre parce qu'ils ont transformé leur centrale au gaz de schiste. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est des centrales, justement, c'est des gros biométhaniseurs en silo. Ici, à l'intérieur, c'est des génératrices qui fabriquent leur électricité. Donc, la manière qu'ils vont distribuer ou utiliser leur énergie, biogaz naturel par pipeline, par ligne de gaz naturel, ils font de l'électricité près des biométhaniseurs. Puis la chaleur, c'est que là où est-ce qu'il y a des générateurs, les générateurs créent de la chaleur. Et la chaleur des générateurs est utilisée pour chauffer le biométhaniseur à 37 degrés Celsius par exemple. Un exemple que j'aime bien montrer, la centrale électrique et cogénération de chaleur de Jundi en Allemagne. En 2005, c'est un petit village de 760 habitants. Pour vous donner une idée de ce que ça ressemble le village là-bas, le village est concentré tout ensemble. Autour, il y a des fermes, des terres. Puis, les agriculteurs apportent ça au centre du village, il y a cette centrale-là. Les gros ballons qui sont là, c'est des réserves de méthane. C'est des réservoirs aussi de lisier. Puis, ils fabriquent leur méthane. Ici, à l'intérieur, ils fabriquent leur électricité. Le générateur alimente en chaleur les biométhaniseurs. Et ils ont deux réseaux à l'intérieur du village. Un réseau de gaz naturel, puis un réseau de chaleur. Les gros bâtiments municipaux sont chauffés par les surplus de chaleur des générateurs.
Et aujourd'hui, en 2015, ils sont en surplus énergétique, juste leur petit village. Donc, ils vendent de l'électricité sur le réseau d'Allemagne. Donc, ils ont vraiment des surplus d'énergie. À partir de 760 habitants, aujourd'hui, il y a des gens qui ont déménagé là-bas juste à cause du concept. Ici, au Québec, là, c'est des gens qui ont entendu parler de la firme de M. Ali Saint-Hilaire. Ici, c'est une grande maternité de bord. C'est l'ancienne fosse à Purin ici. 3 biométhaniseurs. Hier soir, je l'ai appelé. Parce que, tu te rappelles, Denis, on avait eu une rencontre avant les fêtes, on a dit, ils ont dû démanteler. Là, je dis,